Par l'attaque surprise de Pearl Harbor, les Japonais espèrent briser la puissance militaire américaine et prévenir toute représaille. Malheureusement, c'est un échec total. Les Japonais réussissent à couler ou gravement endommager 7 vieux navires de guerre américains. Mais la bataille ayant lieu dans un port, la majeure partie des membres des équipages est sauvée et seuls 2 bâtiments sur l'ensemble de la flotte sont détruits. Même les installations militaires côtières survivent aux raids aériens. De plus, cette violation du territoire américain unit le pays tout entier qui déclare la guerre à l'Empire du Soleil Levant. En outre, la destruction des navires de guerre américains oblige l'US Navy à utiliser ces nouveaux porte-avions comme piliers de sa flotte du Pacifique plus moderne. Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. Les porte-avions Lexington et Saratoga, tous deux construits en 1927, et l'Enterprise, plus moderne, sont en patrouille au large lorsque le raid aérien survient. Ils sont par conséquent épargnés. En 1942, le sister ship de l'Enterprise et le Yorkton et le Hornet récemment mis à l'eau viennent compléter la flotte du Pacifique. Ces porte-avions sont spécialement conçus pour mener des offensives, car ils peuvent transporter un grand nombre de chasseurs et de bombardiers. L'amiral Chester William Nimitz est le commandant en chef de la flotte américaine du Pacifique en 1942. En quelques semaines, ce brillant officier, convaincu d'une victoire alliée, rétablit le moral des troupes. Peu après son entrée en fonction, l'amiral Nimitz décide de mener une série de raids aériens sur les îles du Pacifique occupées par les Japonais. Hormis titiller les Japonais, la principale raison de ces raids est de maintenir le moral de son équipage et de le rendre opérationnel sur le terrain. À plusieurs occasions, sa flotte attaque les bases japonaises situées dans les îles Gilbert et Marshall, puis, en mars, c'est au tour des îles Marcus et Wake. Ces raids aériens sont importants et les dommages infligés à l'ennemi au cours des premiers mois de l'année 1942 sont considérables. Les stratèges japonais redoutent plus que tout que leur pays subisse une attaque aérienne américaine. Mais ces craintes deviennent une certitude le 18 avril 1942, lorsque 16 bombardiers moyens B-25 Mitchell attaquent Tokyo. Cette flotte est sous le commandement du lieutenant-colonel James Doolittle. Plus surprenant encore, ces bombardiers d'un poids de 12 tonnes et prévus pour décoller depuis la terre ferme réussissent à s'élever depuis les ponts d'envol du porte-avions USS Hornet. Le cœur même de la capitale japonaise est touché. Bien que les dégâts soient faibles, l'impact sur le moral des habitants est énorme. Le peuple est si effaré que le commandant de la flotte japonaise, l'amiral Yamamoto, est autorisé à mettre en œuvre son grand plan, un dernier affrontement entre les flottes japonaises et américaines. Mais ce que l'amiral nippon n'a pas prévu, c'est que son grand plan sera bien vite découvert par l'ennemi. Dès la fin du mois d'avril, les services secrets américains sont capables de décrypter 85% des signaux japonais. Ce décryptage, à lui seul, confère aux Américains un avantage considérable sur leur ennemi. En effet, les services secrets américains découvrent qu'une importante offensive est prévue dans le sud-ouest du Pacifique. Les casseurs de code US confirment que Port Moresby sera la cible d'une attaque japonaise, ainsi que les îles Salomon. De ces 2 forteresses, les Japonais seront capables de dominer, voire envahir le nord de l'Australie. Le plan japonais consiste à couper l'Australie des États-Unis,
Tout d'abord en assiégeant Port Moresby, puis en établissant une base aéronavale sur la petite île de Tulagi, dépendante des îles Salomon. Puis les Japonais occuperont des points stratégiques en Nouvelle-Calédonie, à Vanuatu et dans les îles Fidji. Afin de mettre en place cette offensive, les Japonais constituent une force d'invasion qui comprend une formidable escadre d'attaque composée de 6 destroyers modernes, de 3 croiseurs lourds et des grands porte-avions Shokaku et Zuikaku. Ces 2 porte-avions peuvent transporter jusqu'à 133 avions. La force d'invasion devant se rendre à Port Moresby partira de Rabaul et la force d'attaque, quant à elle, partira de l'île de Truk, appartenant aux îles Carolines situées à quelques 1600 km au nord-est de la Nouvelle-Guinée. Les Américains réagissent rapidement et partent à la poursuite des Japonais. L'amiral Nimitz envoie une force navale scindée en 3 expéditions dans la mer de Corail. Le contre-amiral Frank G. Fletcher, naviguant sur le porte-avions Yorktown en tête de la Task Force 17, est chargé du commandement tactique de l'ensemble de l'escadre. Le 1er mai 1942, la TF-17 rejoint la TF-11 sous le commandement du contre-amiral Fitch, naviguant au sud des îles Salomon sur le porte-avions Lexington. Les 2 porte-avions, pouvant accueillir chacun 141 appareils, sont escortés de 5 croiseurs et de 11 destroyers. Ces 2 task force seront rejointes plus tard dans la journée par une escadre américano-australienne de croiseurs et de destroyers sous le commandement du contre-amiral John Crass. Le 3 mai, les Japonais occupent la petite île de Tulagi sans rencontrer d'opposition. Le lendemain, ils sont bombardés par des avions ayant décollé du Yorktown. Ce raid mené par les Américains réussit à couler un destroyer et plusieurs autres navires de taille inférieure. Mais les Alliés ne pourront plus prendre les Japonais par surprise. Ces derniers savent désormais qu'au moins un porte-avions américain croise dans les parages. Les 5 et 6 mai 1942, les avions d'observation américains et japonais se cherchent en vain. Ce n'est que le 7 mai 1942 que les antagonistes finissent par se rencontrer. Les 2 camps souffriront tout autant de ce contact à la suite de maladresses et d'accidents. Peu après 7 heures, un avion d'observation japonais pense avoir repéré un porte-avions ennemi au sud-ouest de l'île de Guadalcanal. Le contre-amiral Hara, chargé du commandement des porte-avions japonais Shokaku et Zuikaku, lance un assaut de grande envergure. 51 bombardiers, escortés par 18 chasseurs Zéro, quittent les ponts d'envol. Les navires repérés par les Japonais sont en fait le pétrolier USS Neosho et un croiseur d'escorte, 2 cibles faciles. Pendant que cette attaque se prépare, le contre-amiral Hara apprend que la véritable 17e escadre américaine navigue plus au nord-ouest. Tout ce que Hara peut faire, c'est attendre patiemment que ces avions reviennent. Mais les Japonais ne sont pas les seuls à commettre une erreur. À 8h15, un avion de reconnaissance américain rapporte les positions de 2 porte-avions japonais et de 4 croiseurs lourds juste au nord de l'île de Missisma, près de la pointe est de la Nouvelle-Guinée. Le contre-amiral Fletcher, au commandement du Yorktown, est convaincu d'avoir repéré la force d'invasion japonaise et lance également une attaque de grande envergure près de l'île. 93 avions s'envolent du Yorktown et du Lexington.
En réalité, l'avion de reconnaissance US n'a repéré qu'une force japonaise de soutien composée de 2 croiseurs et de 2 destroyers. Mais heureusement, cette erreur est réparée par le lieutenant-colonel Hamilton, chargé du commandement de l'escadrille de bombardement du Lexington. Alors que le porte-avions se dirige vers la force japonaise de soutien, Hamilton met le cap vers l'est, où il aperçoit une force beaucoup plus importante. Une force de couverture pour l'invasion de Port Moresby sous le commandement du contre-amiral Harimoto Goto, naviguant sur le porte-avions Shoho. Les avions américains changent aussitôt de trajectoire. Au début, le Shoho, facilement manœuvrable, réussit à esquiver les tirs américains. Mais cela ne durera qu'un temps et le porte-avions finira par être coulé. Entre-temps, Frank Fletcher donne à l'escadre américano-australienne, sous le commandement du contre-amiral Crace, l'ordre de contrer la force d'invasion de Port Moresby. La force de Crace est attaquée par les Japonais décollant de Rabaul, puis malheureusement par des B-26 américains partis d'Australie et prenant ces navires pour des bâtiments ennemis. Par chance, aucune de ces 2 attaques ne lui est fatale. Le 7 mai, les Japonais commettent une seconde bévue surprenante. Des avions japonais patrouillant à l'affût de la flotte américaine repèrent le Yorktown. Mais le prenant pour un des leurs, ils tentent de s'y poser. 10 de ces avions seront abattus. La destruction du Shoho et la présence d'une force américano-australienne au large de Port Moresby incite le chef de la force d'invasion japonaise, le vice-amiral Inoue, à différer l'invasion de la ville. Tôt le matin du 8 mai 1942, les forces ennemies finissent par se localiser mutuellement. À la suite de la destruction du Shoho, chaque camp ne possède plus que 2 porte-avions. Mais les Japonais n'ont que 95 avions opérationnels contre 118 du côté américain. Peu après 9 heures, les forces aériennes des 2 camps décollent. Ainsi commence la bataille de la mer de Corail. L'attaque japonaise endommage gravement le Yorktown et le Lexington. Le Yorktown réussit, grâce à une manœuvre habile, à éviter les torpilles japonaises. Mais les bombes explosant près du navire l'endommagent gravement en dessous de la ligne de flottaison. Une autre bombe traverse 4 ponts et finit par exploser, faisant 37 morts et 33 blessés.
Le Lexington, plus imposant et moins manœuvrable que le Yorktown, est touché par 2 torpilles ainsi que par plusieurs bombes et donne de la bande. Pendant ce temps, les pilotes américains lancent une attaque sur les porte-avions japonais. Le Zuikaku, le vaisseau amiral, est dissimulé par des trompes d'eau. C'est donc son sister ship, le Shokaku, qui sera la cible de l'ensemble de la flotte aérienne américaine. Les quelques chasseurs Zéro défendant la flotte japonaise parviennent à maintenir la première vague de dévastateurs américains à distance pour que leurs torpilles n'atteignent pas leur cible. Mais la seconde vague de bombardiers en piqué Dauntless qui suit connaît plus de succès. Le pilote d'un Dauntless, le lieutenant John Powers, a juré de couler un porte-avions ennemi seul. Pendant l'attaque du Shokaku, il descend en piqué pour attaquer le bâtiment de près, lâchant une bombe à seulement 90 mètres au-dessus du pont du porte-avions. L'explosion qui s'ensuit cause malheureusement la mort du lieutenant John Powers, dont l'avion s'est abîmé en pleine mer. Mais les dommages causés au pont du porte-avions sont tellement importants que les avions sont désormais incapables de décoller. D'autres bombes viendront terminer le travail du lieutenant. Le Shokaku doit se retirer de la bataille. Sans couverture aérienne, le vice-amiral Inouye doit rappeler ses troupes et interrompre l'invasion. La bataille de la mer de Corail est un succès stratégique pour les Américains. Mais malheureusement, un grave incident viendra ternir ce succès. 2 heures après le retour du dernier avion américain, le Lexington est victime d'une grosse explosion. Ironie du sort, cette déflagration n'est pas due à une attaque ennemie, mais le fait d'une simple étincelle provenant d'un générateur qui, par mégarde, n'avait pas été arrêté. À cause du pétrole ainsi que des vapeurs s'échappant des réservoirs percés, un incendie se déclare. L'équipage mettra 24 heures à le circonscrire. Mais les dommages sont tellement importants que l'équipage doit abandonner le porte-avions. 2735 hommes seront sauvés, mais 216 périront dans les flammes du brasier. Le porte-avions est achevé par une torpille lancée par un destroyer américain. L'Amérique a perdu un porte-avions, un tanker et un destroyer, alors que chez les Japonais, un porte-avions et un destroyer ont coulé. Mais du côté américain, les pertes humaines s'élèvent seulement, si l'on peut dire, à 564 marins et pilotes, alors que 1074 soldats du Mikado ont péri au cours de la bataille de la mer de Corail. Le Japon a également perdu 77 avions, alors que le nombre d'appareils abattus du côté américain s'élève à 66. Lors de la bataille de la mer de Corail, les Alliés réussissent à empêcher l'invasion de Port Moresby et par conséquent celle de l'Australie. La bataille de la mer de Corail est la première livrée en pleine mer où les 2 flottes s'affrontant ne se voient pas et comptent uniquement sur leur aviation pour abattre l'ennemi. Les Américains ont rapidement maîtrisé ce nouveau type de combat naval et ont à nouveau récidivé un peu plus tard. En fait, pas si tard que ça. À la suite de la bataille de la mer de Corail, les amiraux japonais préparent aussitôt une autre offensive au cours de laquelle ils espèrent venir à bout de la flotte américaine du Pacifique une bonne fois pour toutes. En attaquant l'atoll de Midway, à l'ouest des îles Hawaï, les Japonais espèrent tromper la flotte américaine du Pacifique en la tirant en pleine mer pour la détruire. Le 20 mai 1942, les stations d'écoute alliées basées près du Pacifique interceptent un long signal radio émis en morse, envoyé par l'amiral Isoroku Yamamoto à sa flotte. Le message est transmis à la Combat Intelligence Unit, basée à Pearl Harbor, pour être déchiffré. Le message révèle que la flotte japonaise est sur le point de lancer une puissante attaque sur l'atoll de Midway, ainsi qu'une attaque de diversion dans les îles Aléoutiennes, situées à l'ouest de l'Alaska. La base aéronavale de Dutch Harbor, dans les îles Aléoutiennes, sera la cible d'une attaque le 3 juin et la base aérienne de Midway le lendemain. L'opération Mai, l'attaque de Midway, présente toutes les caractéristiques d'un plan japonais. Sa complexité, les diverses hypothèses émises sur la réaction des Américains et l'incapacité à concentrer leurs forces.
Malgré ces points négatifs, le plan aurait pu fonctionner si les Américains n'avaient pas découvert ses secrets. Le choix même de Midway n'est pas justifié. Un des capitaines de porte-avions de l'amiral Yamamoto qualifie Midway d'opération impossible et inutile. Mais alors que les stratèges japonais décident des points d'attaque, leurs plans sont rattrapés par les événements extérieurs. Le raid de James Doolittle, lancé sur Tokyo en avril 1942, avait mis l'empereur du Japon en danger. Les généraux et amiraux japonais savent que la moindre faille dans la défense japonaise doit être comblée. L'amiral Yamamoto met alors au point un plan. Pendant qu'une partie de la flotte japonaise lancera une offensive sur Midway, le reste fera diversion en prenant pour cible les îles Aléoutiennes. Si les Japonais réussissent à s'emparer de Midway, ce sera une menace pour la base aéronavale de Pearl Harbor et obligera l'amiral Nimitz à reprendre Midway. C'est alors que la force japonaise du Pacifique, forte de son aviation basée sur l'île, l'attendra de pied ferme. Grâce à son piège, l'amiral Yamamoto réussira ce qu'il a raté à Pearl Harbor, à savoir détruire la puissante flotte américaine du Pacifique. Il est persuadé qu'après la destruction de la flotte de l'amiral Nimitz, la côte ouest des États-Unis sera à la merci des Japonais. Le président Roosevelt n'aura alors d'autre alternative que de demander la paix, selon les hypothèses des Japonais. Isoroku Yamamoto implique la quasi-totalité de la flotte japonaise dans son plan. 160 navires de guerre, dont 8 porte-avions et plus de 400 avions. La flotte est divisée en 5 forces de combat. En tête de la flotte se trouve la force d'attaque, composée de 4 porte-avions et de 225 bombardiers. Ces derniers devront bombarder Midway avant que la force d'invasion, composée de 5000 hommes, débarque les 12 navires de transport. La force d'invasion sera protégée par 2 forces de soutien, chacune à une distance de 80 km. À 950 km de cette force se tiendra la principale escadre japonaise, composée de 7 cuirassés. Son rôle sera de venir à bout des quelques irréductibles qui survivraient à l'attaque des bombardiers. Sachant que la chance n'est pas de son côté, Chester Nimitz mise tout sur les porte-avions et leur capacité de mener des attaques de longue portée. Il décide de laisser les navires les plus lents au mouillage sur la côte ouest américaine afin de ne pas handicaper la flotte. L'amiral divise la flotte américaine en 2 task forces de combat, la TF-16, formée des porte-avions Hornet et Enterprise, et la TF-17, conduite par le Yorktown. Le 28 mai 1942, la Task Force 16 quitte Pearl Harbor. Mais la TF-17 prend du retard en raison de réparations nécessaires sur le Yorktown, séquelle de la bataille de la mer des Corails. L'équipage, basé à Pearl Harbor, annonce à l'amiral Nimitz que les réparations prendront encore 6 semaines. Mais ce dernier exige qu'elles soient exécutées en 24 heures. C'est chose faite grâce au travail acharné de l'équipage. Le 30 mai, sous le commandement du contre-amiral Frank Fletcher, le Yorktown quitte le port. Une fois en mer, il prend le commandement tactique des 2 escadres. « Vous agirez en calculant les risques », avait ordonné Chester Nimitz. Avertie par les services secrets, la flotte américaine atteint Midway bien avant que les sous-marins japonais aient pu établir un cordon à l'ouest de Hawaï pour repérer l'ennemi. L'île de Midway, petit avant-poste entre l'État de Hawaï et le Japon, est la sentinelle de Pearl Harbor. La base aérienne est en état d'alerte. Les Américains basés ici savent que quelque part entre les nuages et l'horizon va se profiler l'ombre de la flotte nippone. Les services secrets les ont avertis que l'attaque est prévue pour le lendemain. La garnison de Midway a été renforcée. La veille au soir, des forteresses volantes B-17 ont atterri. Dès 7 heures, les B-17 sont sur la piste de décollage où ils sont approvisionnés en carburant.
Les bombes sont chargées à bord des avions et les mitrailleuses sont rechargées. Dès que l'ennemi sera repéré, les B-17 seront prêts à lancer l'offensive. Au cours de sa patrouille ce matin-là, l'enseigne Jack Reed, aux commandes d'un PBY Catalina de reconnaissance, parcourt les cieux à la recherche de la flotte ennemie. À 9h, il repère les navires de transport et les croiseurs d'escorte de la force d'invasion japonaise. Un message est aussitôt envoyé à l'amiral qui se trouvait à bord du Yorktown. Mais ce n'est pas cela qui intéresse Frank Fletcher, mais bien la force d'attaque de porte-avions. C'est pourquoi ils envoient les forteresses volantes attaquer la force d'invasion. Alors que les bombardiers s'élancent sur la piste de décollage, le contre-amiral apprend que l'attaque de diversion planifiée par les Japonais a déjà commencé. Tôt, le matin même, les Japonais ont attaqué les îles Aléoutiennes. Les bombardiers torpilleurs et les chasseurs Zéro du porte-avions Ryujo fondent sur la base aéronavale américaine de Dutch Harbor dans les îles du Renard. Les objectifs nippons sont les réservoirs de pétrole, les casernes, l'hôpital et l'église. Cependant, les pilotes inexpérimentés de l'autre porte-avions de la force, le Junyo, sont portés disparus. Les flying boats américains avaient repéré les Japonais, mais ils étaient trop loin des navires américains et des bases aériennes pour pouvoir mener des offensives efficaces. Toutefois, l'amiral Nimitz ne se laisse pas abuser par cette diversion et refuse de priver Midway d'importantes forces en les envoyant au nord. Le 4 juin 1942. La principale cible de la flotte américaine, à savoir la force d'attaque de porte-avions japonaise, sous le commandement de l'amiral Nagumo, zigzague à travers un épais brouillard, ignorant totalement que la flotte ennemie l'attend non loin de là. Aux petites heures du matin, les conditions météorologiques s'améliorent. À 4h30, l'amiral Nagumo lance sa première offensive. 108 avions décollent du porte-avions pour attaquer Midway. Ils apparaissent presque aussitôt sur le radar de la base américaine. Les Zéros sortent de derrière les nuages et la défense de l'île agit aussitôt. Les chasseurs basés à Midway prennent l'air également pour affronter l'ennemi. Les bâtiments de l'aérodrome et la garnison subissent d'importants dommages, mais la piste d'aviation est intacte. Quelques avions de transport sont endommagés, mais la majeure partie des chasseurs et des bombardiers sont en vol pendant l'attaque. Bien que l'île de Midway ne soit plus qu'un mur de flammes sur l'océan, l'étendue des dégâts reste limitée. L'amiral Nagumo est en mauvaise posture. Sa première offensive n'a pas réussi à détruire la piste d'aviation comme prévu. Cette dernière est toujours opérationnelle. Il doit donc porter un second coup. Sur les conseils de l'amiral Yamamoto, il a conservé ses meilleurs pilotes et ses appareils KT armés de torpilles au cas où la flotte américaine arriverait plus tôt que prévu. Pourtant,
Ces avions d'observation ne repèrent aucun navire US et il doit finir de détruire la base de Midway. Mais avant même qu'il ait pu prendre une décision, les Américains décident pour lui. Les bombardiers ayant décollé de Midway arrivent et attaquent l'île. Bien qu'ils ne détruisent pas le navire, ils changent le cours de la bataille. Le commandant japonais ordonne que la seconde vague de bombardiers torpilleurs soit réarmée de bombes pour la seconde offensive sur Midway. À 7h28, 15 minutes après les ordres du commandant japonais, un des avions d'observation nippon repère 10 navires de guerre américains à environ 200 000 au nord-est des porte-avions japonais. Malheureusement, cet avion d'observation japonais avait été catapulté une demi-heure en retard le matin même. S'il avait décollé en temps et en heure voulue, il aurait repéré les navires américains une demi-heure plus tôt et l'aurait signalé avant que les bombardiers soient envoyés. Si cela avait été le cas, l'amiral Nagumo aurait certainement lancé ses avions contre la flotte américaine et le cours de la bataille et de l'ensemble de la guerre du Pacifique en eût été changé. L'amiral est à nouveau face à un dilemme. Doit-il lancer une offensive contre la flotte américaine ou se concentrer sur l'attaque de Midway? Il ordonne de ne pas réarmer les avions. Mais une autre question se pose à lui. La flotte américaine comprend-elle des porte-avions? Ces craintes sont fondées lorsqu'à 8h20, un avion de reconnaissance rapporte que la flotte ennemie compte un navire qui semble être un porte-avions. Cette nouvelle n'aurait pas pu arriver à un pire moment. La première vague d'avions japonais revient de Midway, où elle menait une offensive et doit apponter pour se ravitailler en carburant. Les bombardiers opérationnels devront donc voler sans être escortés de chasseurs et sont seulement armés de bombes et non de torpilles. Dès 9h18, les ponts des porte-avions japonais sont remplis d'avions. Certains sont réarmés, d'autres sont approvisionnés en carburant. Les porte-avions sont littéralement des bombes flottantes. À l'insu de son homologue japonais, Frank Fletcher lance ses avions et est prêt à attaquer à tout moment. Du côté japonais, on apprend que le PBY Catalina de reconnaissance a rapporté la position des porte-avions japonais à 5h34 le matin même. Frank Fletcher a envoyé le Hornet et l'Enterprise mener une offensive pendant que le Yorktown attend le retour de l'avion d'observation. À 7h, le Hornet et l'Enterprise, encore à une bonne distance des porte-avions japonais, lancent leurs avions, 152 appareils en tout. Les Américains savent que les avions japonais ont rejoint les porte-avions après l'offensive lancée sur Midway, mais ils prennent malgré tout le risque de lancer leurs avions à une telle distance. Ces hommes vont mener une des batailles aériennes les plus décisives de l'histoire. Mais ce que ces pilotes ne savent pas, c'est que l'amiral Nagumo a décidé de se dérouter lorsqu'il a ordonné de ravitailler ses avions. Résultat, les 4 groupes aériens de la TF-16 ont quelques difficultés à localiser leur cible. À 9h28, les 2 escadrilles d'avions torpilleurs américains ayant décollé du Hornet survolent la flotte japonaise et attaquent en piqué. Les Japonais lancent leurs chasseurs Zéro dans le but de repousser les bombardiers américains. Une bataille sans pitié se livre dans le ciel. Dès 9h45,
une autre vague de bombardiers torpilleurs quitte l'Enterprise et atteint la flotte japonaise, suivie d'une autre vague partie du Yorktown à 10h15. Les pertes côté américain sont élevées. Les chasseurs et la défense antiaérienne des navires japonais abattent un bon nombre d'avions ennemis. Seuls 4 des avions ayant quitté l'Enterprise reviennent. Les pertes du Hornet et du Yorktown sont également lourdes. Et ceux qui reviennent doivent encore réussir à poser leur avion endommagé sur les ponts mobiles des porte-avions. Ce pilote, par exemple, n'a pas eu de chance. Certains appontent en feu. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce pilote s'en est tiré. Le capitaine de corvette, McCluskey, scrute le ciel étincelant du Pacifique au nord-est de l'île de Midway. Il est en tête d'une escadrille de 33 bombardiers de l'Enterprise et il est perdu. Il doit absolument prendre une décision. Il n'a rien trouvé là où il s'attendait à trouver l'ennemi et ses avions vont bientôt devoir faire demi-tour pour ravitailler. Mais le capitaine McCluskey a une intuition et décide de poursuivre ses recherches un peu plus vers l'ouest. Cela finit par payer. L'amiral Nimitz qualifiera par la suite ce choix comme étant la décision la plus importante de la bataille. Quelques minutes plus tard, le capitaine McCluskey repère le sillage d'un destroyer ennemi et le suit. Peu après 10 heures, il aperçoit enfin les porte-avions japonais. Les premières vagues de bombardiers américains qui venaient de lancer une offensive avaient subi de lourdes pertes. La plupart des Devastators, peu maniables, avaient été abattus par des chasseurs Zéro. Mais cette première attaque avait permis à l'escadrille de McCluskey d'être sur les lieux sans se faire repérer. Rejoint par 17 bombardiers du Yorktown, le capitaine n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Les ponts des porte-avions japonais contiennent près d'une centaine d'appareils. Ils se préparent à lancer leur propre offensive sur les porte-avions américains. Tous sont chargés d'explosifs et de carburant à indice d'octane élevé. La moindre étincelle les transformerait littéralement en enfer flottant. Alors que les porte-avions japonais se positionnent dans l'axe du vent pour lancer leurs avions, 50 bombardiers américains tombent du ciel comme des faucons fondant sur leur proie. Les premiers tirs transforment les porte-avions Akagi, Kaga et Soryu en de véritables torches flottantes, comme le raconte un marin japonais. J'ai d'abord entendu le terrible grondement des bombardiers, puis l'explosion d'un tir direct. Et il y a eu une lumière éblouissante, puis une seconde explosion, encore plus puissante que la première.
En quelques minutes, la majeure partie de la première flotte aérienne japonaise est anéantie. Le 4e porte-avions, le Hiryu, a échappé à l'attaque et tente une contre-offensive désespérée. À midi, le Hiryu lance ses avions contre le Yorktown. Au cours de cette offensive, le Yorktown tente désespérément de manœuvrer, mais il ne parvient pas à éviter plusieurs coups directs. On peut voir sur ces images comment ce porte-avions, malgré sa taille, change rapidement de cap grâce à ses machines. L'on peut voir aussi les effets d'une bombe explosant tout près du Yorktown. Regardez à gauche sur votre écran comment l'avion sur le pont est secoué. Le Yorktown lutte difficilement pour survivre aux attaques des bombardiers, mais en vain. À 14h40, à la suite du coup direct d'un avion torpilleur, le Yorktown est tellement endommagé que le contre-amiral n'a d'autre solution que d'ordonner son évacuation. Il remet le commandement à l'amiral Spruance, commandant de la Task Force 16. À 17h, l'amiral lance ses avions depuis le Hornet et l'Enterprise. Leur mission, en finir avec le Hiryu. L'offensive américaine prend les Japonais au dépourvu. Une fois encore, leurs avions sont sur les ponts d'envol car ils se préparent à lancer une attaque aérienne sur les porte-avions américains encore opérationnels à la tombée de la nuit. Quatre tirs directs font de ces ponts un mur de flammes. Le Hiryu subit de lourdes pertes et ne pourra être réparé. Au cours de la nuit du 4 juin,
Alors que les équipages du Hornet et de l'Enterprise préparent leurs avions pour la bataille du lendemain, les porte-avions Soryu et Kaga commencent leur lente descente dans les eaux de l'océan. Alors que le soleil montre ses premiers rayons le 5 juin 1942, la flotte américaine apprend que le Hiryu, brûlant encore telle une torche, sombre rapidement. Peu de temps après, les Américains sont informés que le dernier porte-avions japonais, le Akagi, a subi le même sort que les 3 autres. 4 des meilleurs porte-avions japonais ont été détruits. Le 6 juin, Isoroku Yamamoto donne l'ordre à l'ensemble de la flotte de se retirer. Mais les avions américains auront tout de même le temps d'attaquer 2 croiseurs japonais. L'un sera coulé, l'autre sera gravement endommagé. Le matin du 7 juin, l'équipe chargée de la sécurité monte à bord du Yorktown pour réparer les avaries. Mais peu de temps après, le porte-avions sera torpillé par un sous-marin nippon et sombrera. Ce même jour, les Japonais accostent les îles de Attu et Kiska, appartenant aux îles Aléoutiennes, et abritant seulement une station météo. Ces 2 îles, à l'extrême ouest des Aléoutiennes, sont tellement secondaires que le débarquement japonais aura peu de conséquences du côté américain. À un tel point que les Américains et leurs troupes, qui ont eu connaissance du débarquement japonais au bout du 4e jour, n'ont entrepris aucun effort immédiat pour rejoindre l'île. Alors que les 2 camps considèrent la bataille de la mer de Corail comme une victoire, celle de Midway ne fait aucun doute. Les États-Unis ont détruit la principale force d'attaque japonaise composée de 4 porte-avions, d'un croiseur lourd, de 322 avions et de près de 5000 marins et officiers. La flotte américaine du Pacifique, loin d'être détruite comme l'amiral Yamamoto l'avait promis, vient de gagner une bataille remarquable. Qui plus est, comme cela a souvent été le cas dans l'histoire des guerres, les Américains ont remporté une victoire face à un ennemi largement supérieur en nombre. L'effort japonais est compromis par une stratégie compliquée, des erreurs tactiques et de la déveine, alors que les Américains bénéficient d'excellents services secrets, d'une très bonne organisation navale, d'un excellent commandement tactique et surtout de beaucoup de chance. Malgré la destruction d'un porte-avions, de 137 appareils et de la perte de 307 hommes, les Américains ont changé le cours de la guerre du Pacifique. Le Japon ne peut plus prendre le risque de sacrifier une grande flotte face à une flotte d'action et sera désormais sur la défensive. Lorsque le Japon aura fini de reconstruire sa marine, la flotte américaine sera déjà devenue la puissance intouchable que l'amiral Isoroku Yamamoto redoutait tant.